Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine. Et nous l'ouvrons par la religion en Côte d'Ivoire, l'apostolat du Cénacle de la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry dans la commune de Makori à Abidjan a organisé son programme intitulé Shiloh. Cette rencontre d'évangélisation qui a rassemblé de nombreux chrétiens a été rehaussée par la présence du père Norbert Abécan et le serviteur Marcel Blé. Suivons ensemble ces éléments. La paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry a abrité son programme habituel dénommé Shiloh, organisé par l'apostolat missionnaire Le Cénacle. Un programme spécial qui a réuni plusieurs personnes ce samedi 20 février 2016 dans la commune de Makori, précisément à Biétry. Ce peuple venu nombreux dans la présence du Seigneur s'est disposé pour recevoir la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Et pour cette occasion, le soin a été laissé en premier lieu au père Norbert Abécan. Je ne suis pas venu pour les bien comprendre. Pour ceux qui sont justes, je suis venu pour les malades, je suis venu pour les pécheurs, ceux qui se reconnaissent pécheurs. Vous et moi, nous sommes des pécheurs, nous sommes venus demander la grâce de Dieu, la grâce de la libération, de la guérison, parce que nous voulons appartenir à Christ pour que nous ne soyons pas condamnés. Les hommes peuvent nous condamner et c'est la condamnation des hommes. Si Dieu ne nous condamne pas, ça nous suffit. C'est l'exemple de qui de Zachée. À la suite de son message, bien distillé au peuple, place au serviteur Marcel Blé, qui dans une prédication bien enlevée a boosté la foi des participants. L'apôtre, verset 7 de Romains, a expérimenté un mystère dans sa chair. Il dit, ce que j'ai envie de faire de bien, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je n'aime pas, c'est ce que je fais. Le bien que je n'ai pas envie de commettre, c'est ce que je fais. Quand j'aspire à faire le bien, je n'arrive pas. Quand je fuis le mal, je me sens collé au mal. Et cette réalité mystérieuse est pour beaucoup une grande prison. Parce qu'il est clair, il est évident que venir à Jésus-Christ, ça veut dire être sauvé. Mais quand on a dit oui à Jésus, mais pourquoi est-ce que dans ma vie quotidienne, j'ai l'impression que l'œuvre du Christ n'est pas effective? Ce programme majeur Shiloh a refermé ses portes après ce grand moment de communion avec le Saint-Esprit pour la seule gloire de son nom. Dieu vous bénisse. Nous restons toujours en religion, cette fois-ci au Gabon. La prophétesse Priska Ikwakwa a édifié le corps du Christ sur le thème « Les 4 dimensions de la délivrance pour une liberté totale ». Elle a exhorté le peuple de Dieu à se consacrer entièrement à l'Éternel et au Saint-Esprit pour être guidé. Les 4 dimensions de la délivrance pour une liberté totale, séminaire organisé par la prophétesse Priska Ikwakwa, qui s'est tenu pendant 4 jours, a été clôturé par une allégresse. Ce sont des danses et des pas prophétiques au rythme du Gabon qui a conduit le peuple dans la louange. La prophétesse a conclu 7 ans de la parole en édifiant le peuple sur la consécration du temps des chrétiens à Dieu et au Saint-Esprit. Nous sommes dans les temps où l'Esprit de Dieu veut venir siéger en toi. Il veut faire sa demeure en toi. Il veut te parler en permanence. Il veut être avec toi en permanence. Il ne veut pas te quitter d'une semaine. Il veut être avec toi. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ton énergie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Ta vie t'appartient encore. Ça ne lui appartient pas. Pourquoi il va prendre tes intérêts? Pourquoi il va te donner ce que tu veux? Qu'est-ce que toi tu lui donnes? Amen. Tu veux la totale délivrance? Commence à faire du Saint-Esprit le maître, le dirigeant en chef de ta vie. Amen. S'il est le dirigeant en chef de ta vie, frère, pasteur et les désirs de la chair viennent te faire quoi la vie? Tu vas encore divorcer pourquoi? Le Saint-Esprit, la parole de Dieu, l'Esprit va te dire le divorce, Dieu n'aime pas ça. Puis elle a poursuivi son exhortation en demandant aux chrétiens de laisser le Saint-Esprit s'exprimer à l'Église et dans leur vie. Le dernier son de Jésus. Tu fais quoi avec le dernier son de Jésus? Cherche le dernier son céleste. C'est pourquoi dans nos cultes, l'Esprit a du mal à travailler. Quand l'Esprit veut
Les hommes de Dieu se sont prêtés à l'exercice en oignant d'huile le peuple présent à ce séminaire. Et sous la direction du Saint-Esprit, des proclamations prophétiques ont été déclarées en faveur du Gabon et du peuple. Disons simplement que ce séminaire a été une bénédiction et que toute la gloire revienne à Dieu. Nous revenons à présent sur la visite dans les locaux de Béni TV de son Excellence, M. Itamar Roy, consul de l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire, lors d'une visite guidée. Béni TV, la chaîne panafricaine chrétienne du bouquet Canal Sat Horizon, a reçu ce vendredi 26 février 2016 la visite de son Excellence, M. Itamar Roy, consul de l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que le Béni TV, c'est une chaîne de télévision très importante pour la communauté chrétienne en Côte d'Ivoire et par toute la région africaine, et plus spécifique pour le monde francophone. Cette visite de fraternité et de travail a permis aux diplomates de mesurer les efforts de la dynamique équipe de Béni TV mise en place par le pasteur Sylviane Manté, PCA de Béni TV. C'est aussi un privilège de travailler avec les amis d'Israël parce que c'est le 30e anniversaire de l'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'État d'Israël. Et on est en train toujours de faire et d'organiser, même avec l'État, même avec les sociétés privées et même avec vous maintenant. Il faut souligner que cette visite permet la mise en place d'une base de collaboration étroite entre la chaîne Béni TV et l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire. Et je voulais vous remercier, Monsieur le Directeur Général, pour l'offre que vous avez nous proposée. Et je suis sûr que le Béni TV est un très bon ami d'Israël et de l'élément juif. Et je suis sûr qu'on va bien travailler ensemble. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci. L'actualité africaine à présent dans cette édition d'information. Le président Nkurunziza prêt à dialoguer avec l'opposition burundaise. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a annoncé cela, c'était le mardi 23 février 2016, que le président burundais Pierre Nkurunziza était prêt à dialoguer avec les partis d'en face. Une réunion qui met un terme à sa visite de 24 heures dans le pays. Cette annonce s'inscrit dans une série de mesures prises par le gouvernement ces derniers jours afin d'apaiser les tensions. Il a levé des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre d'opposants et a autorisé 2 radios privées à réémettre. Pour sa part, l'Union africaine a annoncé l'arrivée d'une délégation de 5 chefs d'État jeudi et vendredi. Objectif, promouvoir le dialogue. Aux Comores, à présent, la Commission électorale nationale indépendante des Comores a annoncé les résultats partiels du premier tour de la présidentielle qui s'est tenu le dimanche dernier. 3 candidats au total, Mohamed Ali Sohili, Moukini Baraka Saïd et aussi Adzali Assoumani, accèdent ainsi au second tour. Selon la règle dans le pays, seuls 3 des 25 candidats qui sont présentés à la présidentielle peuvent accéder au second tour. La Commission électorale nationale indépendante a mis fin au suspense cette nuit. Avec 17,61% des suffrages exprimés, Mohamed Ali Sohili est en tête. Il est suivi de Moani Baraka Saïd Sohili qui a obtenu lui 15,09% des votes. Quant à Azali Assoumani, c'est le 3e candidat à pouvoir accéder au second tour, avec lui un score de 14,96%. Des résultats partiels sans grande surprise, sauf pour l'un des favoris, Fahmi Saïd Ibrahim, qui lui ne passe qu'à 562 petites voix du podium. En tout cas, la participation à ce premier tour de la présidentielle a été de plus de 74%, un taux très satisfaisant vu l'enjeu pour les Comores. Au Soudan du Sud, dans le camp des réfugiés de Bentiu, le plus grand du Soudan du Sud, un programme de l'Organisation internationale pour les migrations, en abrégé OIM, s'attache à apporter un soutien psychosocial aux réfugiés, principalement des femmes. Quand j'ai appris que mon fils avait été tué à Djouba avec 2 frères, j'ai été choquée. C'était douloureux. J'ai été emmenée au centre de santé. J'ai été amenée ici au site de protection des civils. Et je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé.
tout ce qui est arrivé à ma famille, mon choc. Je n'étais même plus capable de parler. Après avoir rejoint ce groupe de femmes, j'ai commencé à retrouver le sourire. Nous partageons la même histoire et je me suis rendu compte que je ne suis pas la seule touchée par la guerre. Depuis que la guerre civile a éclaté, beaucoup de personnes ont vécu des atrocités et vu des choses horribles. Nous nous réunissons pour partager des témoignages afin que les personnes ne se sentent plus seules. Elles parlent des mêmes questions lors des groupes de discussion. Les personnes se concentrent donc sur ces choses plutôt que sur ce qu'elles ont perdu. Parlons à présent d'économie dans ce grand journal avec l'Afrique du Sud, les défis économiques et sociaux de ce pays. Début janvier, dans la campagne sud-africaine, 2 ouvriers de fermes noires pourchassés et battus à mort par des fermiers blancs. Il faut préciser qu'un mois plus tard, 2 mondes s'affrontent dans un procès qui ravit des tensions raciales d'une Afrique du Sud à fleur de peau. Suivons cette vidéographie. 20 ans après la fin de l'apartheid, les communautés noires et blanches d'Afrique du Sud forment une démocratie multiculturelle. Mais criminalité et inégalités flagrantes persistent. Environ 50 homicides ont lieu chaque jour, en majorité dans les townships noirs. Les fermiers blancs et les quartiers blancs sont, eux, la cible de cambriolages violents. Et le revenu moyen d'un foyer blanc est 6 fois supérieur à celui d'un foyer noir. Le système éducatif est aussi miné par les inégalités. Les établissements privés dispensent un enseignement haut de gamme que la majorité noire n'a pas les moyens de s'offrir, tandis que l'école publique pâtit d'une mauvaise formation des enseignants, d'un manque de moyens et de classes surchargées. Cette situation aggrave un chômage massif qui touche officiellement 25% de la population active, mais qui est en réalité bien plus élevé. Malgré son statut de puissance économique émergente, l'Afrique du Sud est confrontée à une croissance atone et à une monnaie faible. Et d'autres problèmes pèsent sur le pays. La violence familiale et sexuelle. Plus d'un homme sur 4 reconnaît avoir commis un viol, l'un des taux les plus élevés au monde. Le sida. Plus de 6 millions de Sud-Africains vivent avec le VIH. L'actualité internationale à présent, le confiseur américain Mars a procédé à un gigantesque appel dans 55 pays de barres chocolatées et de bonbons fabriqués aux Pays-Bas après la découverte d'un bout de plastique dans l'un des produits du groupe. Coup de barre pour Mars. Un petit bout de plastique rouge a forcé le groupe américain à rappeler des dizaines de millions de barres chocolatées produites aux Pays-Bas et dispersées dans toute l'Europe. Nous avons trouvé un morceau de plastique dans un Snickers Mini en Allemagne. Nous avons décidé d'enquêter sur la provenance de cet incident. Nous n'avons voulu prendre aucun risque, c'est pourquoi nous avons rappelé beaucoup de nos produits. Le problème est que ce copeau de plastique a des bords contondants, ce qui peut le rendre dangereux, notamment pour les petits-enfants. 55 pays sont concernés par ce rappel, entre autres la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais également le Sri Lanka et le Vietnam. La série de barres incriminées provient de l'usine de Wegel aux Pays-Bas. Les Milky Way et Snickers ont aussi été rappelés. Mars, concurrent de Nestlé et Kraft Foods, réalise plus de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Pour la première fois, le Forum mondial des femmes se déroule dans un pays du Moyen-Orient et plus précisément à Dubaï. Parmi les prestigieuses intervenantes de cette édition, la patronne du FMI, Christine Lagarde, l'ancienne chef de la diplomatie italienne Emmanuel Bonino ou encore la reine Rania de Jordanie. Pour la première fois depuis sa création en 2005, le Forum mondial des femmes se déroule au Moyen-Orient à Dubaï. Parmi les intervenantes, la présidente du FMI, Christine Lagarde, l'ancienne chef de la diplomatie italienne Emma Bonino ou encore la reine Rania de Jordanie. Mais pourquoi avoir choisi Dubaï? Réponse de la directrice du Forum, Jacqueline Franjou. Ici, ce forum peut dire, la première chose, c'est l'éducation. Et ici, c'est formidable. La deuxième chose, que les femmes prennent des décisions, décident d'y aller de l'avant, ne pas hésiter, d'être ce qu'elles sont
et de partager l'humanité avec les hommes. Nous ne faisons pas partie de la diversité. Nous faisons partie de 50% de l'humanité. L'occasion pour les participants d'élargir leur réseau à l'image de Sharifa Khasraoui. Je profite de chaque moment. Je suis ici pour avoir plus d'expérience, savoir qui est la femme dans ce monde global. C'est une valeur ajoutée pour atteindre mes objectifs et réaliser mes rêves. To think about my goal and to how to reach my dream actually. Une parole d'espoir aux Émirats arabes unis où la législation est discriminatoire envers les femmes, selon Human Rights Watch. Ségolène Royal lance sa tournée africaine en Égypte, ministre en français de l'Environnement et aussi de l'Énergie et présidente de la COP21 a entamé en Égypte sa tournée africaine qui vise à transformer l'accord de Paris en action. L'Afrique est un des continents les plus impactés par le réchauffement climatique et le moins responsable du réchauffement climatique, c'est-à-dire celui qui utilise le moins des énergies fossiles. Et par conséquent, si la communauté mondiale qui s'est engagée sur cet accord de Paris doit passer des paroles aux actes, c'est bien sur le continent africain que nous devons le faire. 10 milliards d'euros, 10 milliards de dollars qui ont été promis pour l'électrification de l'Afrique. La France en met 2. Parce que la France s'est beaucoup engagée, donc il y a aussi une très forte attente à l'égard de la France, et donc je viens un peu avec ces deux compétences, à la fois la ministre française de l'énergie et en même temps, bien évidemment, la présidente de la COP. Comment vous voyez ça dans le cadre L'ex-secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, a été mis en examen pour complicité de favoritisme dans l'affaire des sondages de la présidence de la République durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Monsieur Claude Guéant a été convoqué aujourd'hui dans l'affaire dite des sondages de l'Élysée, où le magistrat instructeur envisageait 2 qualifications, une qualification de complicité de détournement de fonds publics et une qualification de complicité de favoritisme. S'agissant de la qualification de complicité de détournement de fonds publics, monsieur Claude Guéant bénéficie du statut de témoin assisté, puisque le magistrat instructeur a considéré qu'il n'y avait aucun élément permettant de le poursuivre à raison des facturations des sondages qui ont été passés par la présidence de la République avec un certain nombre d'organismes de sondage et M. Patrick Buisson en particulier. S'agissant de la qualification de complicité de favoritisme, le magistrat instructeur a admis qu'effectivement le sujet était difficile en droit, puisque la question qui se pose, c'est avant le rapport de la Cour des comptes de 2009 de savoir si oui ou non la présidence de la République devait ou non faire appel à la concurrence, avoir un recours aux appels d'offres. Comme l'ensemble d'un certain nombre d'autres protagonistes de ce dossier, il a considéré qu'il fallait en l'état placer M. Guéant sous le statut de la mise en examen s'agissant de ce seul chef de complicité de favoritisme, j'allais dire dans l'attente des décisions à la fois de la Cour d'appel de Paris et évidemment de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui devra statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité. Et ça là-dessus, c'est un élément important parce que... L'économie mondiale connaît une croissance molle selon Christine Lagarde qui vient d'être reconduite pour un mandat de 5 ans à la tête du Fonds monétaire international, en abrégé FMI. C'est de la croissance, mais c'est une croissance molle, car la reprise que nous voyons aux États-Unis, en Europe, un peu au Japon également, pourrait être meilleure, devrait être meilleure. Si vous comparez la croissance actuelle avec la production potentielle que l'économie devrait réaliser, c'est moins. Si nous regardons vers les économies émergentes, à part l'Inde qui va plutôt bien, et nous pourrons revenir à l'Inde et en quoi elle va mieux, mais les autres économies de marché émergentes sont soit en train de ralentir délibérément, comme la Chine, ou dans une position plutôt faible, que ce soit la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud. Ces pays se débattent, la Russie et le Brésil seront en territoire négatif cette année.
those countries are struggling, and both Russia and Brazil will be negative territory this year. The low-income countries, les pays à faible revenu ainsi que les pays producteurs de produits de base, en particulier exportateurs de pétrole, font face à une nouvelle réalité totalement différente, où le prix des produits, essentiellement le pétrole, mais aussi les métaux, la nourriture, chute et perturbe le modèle commercial de ces pays. Ce à quoi certains d'entre eux font bien face. Parlons à présent des élections présidentielles aux États-Unis. Donald Trump conforte son avance dans la course à l'investiture républicaine. Il a remporté le caucus du Nevada avec environ 43% des votes. Donald Trump conforte son avance dans la course à l'investiture républicaine. Le milliardaire remporte haut la main le caucus du Nevada avec 44% des votes des sympathisants républicains selon les dernières estimations. Dans son QG de Las Vegas, l'homme d'affaires jubile. Nous allons laisser ouvert Guantanamo. On va remplir la prison avec tous les mauvais gars. On va avoir de belles frontières solides. On va construire le mur, vous le savez, et j'ai beaucoup de respect pour Mexico. On a gagné le vote des hispaniques, mais laissez-moi vous dire que le Mexique va payer pour le mur. Mexico is going to pay for the wall, right? Donald Trump compte plus de 20 points d'avance sur ses rivaux. Les sénateurs Ted Cruz et Marco Rubio sont au coude à coude pour la deuxième place. Marco Rubio obtiendrait 24% des suffrages, tandis que Ted Cruz recueillerait autour de 22% des voix. Les deux autres candidats républicains encore en lice, Ben Carson et John Kasich, sont crédités de moins de 10%. C'est la troisième victoire de suite pour Trump après la Caroline du Sud et le New Hampshire. On voit mal comment il ne continuerait pas sur sa lancée lors du Super Tuesday du 1er mars. Nous terminons ce journal avec la médecine connectée, capteur sur le front, le torse ou les bras. Toute unité électronique corporelle se développe. En médecine, des objets connectés permettent aussi aux médecins de recueillir des données sur la santé des patients. Suivons cette vidéographie. Aller chez le médecin, depuis des siècles, c'est par un contact personnel que la médecine s'exerce. Mais cette pratique est bousculée par Internet, la téléphonie mobile, la collecte massive des données et les réseaux sociaux. Grâce à la médecine connectée, le patient consulte son médecin, souvent à distance, par visioconférence. De son côté, le médecin recueille de nombreuses données sur l'état de santé du patient à l'aide d'objets connectés, comme les balances qui enregistrent et transmettent le poids, les oxymètres qui déterminent le taux d'oxygène dans le sang, les tensiomètres qui prennent la tension cardiaque, ou les glucomètres qui permettent de surveiller les diabétiques. Les applications mobiles pour smartphones, tablettes ou montres connectées complètent cette panoplie. La recherche profitera également de cette manne en agrégeant les données médicales de milliers, voire de millions de personnes. Cette masse de données intéresse les chercheurs qui pourront découvrir les causes complexes, jusqu'alors inconnues de certaines maladies, mais surtout de perfectionner la prévention. Un patient sera alerté sur une future maladie bien avant qu'elle ne se manifeste et tant qu'il est encore temps de la guérir. Seul bémol de cette révolution numérique, le secret médical risque de disparaître. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce grand journal qui vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.